Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Croisement. Croisement est une série de rencontres d'experts traitant de thèmes sur l'innovation. L'innovation est complexe à appréhender. Nombreuses sont les entreprises qui tentent de trouver les bonnes approches et les bonnes manières de collaborer pour être capables d'innover. Nous pensons que la transdisciplinarité peut aider à traiter ces sujets complexes. C'est pourquoi nous croyons beaucoup à la force des rencontres, pour interroger, imaginer, rebondir, réfuter, désapprouver, aimer, se divertir ou s'évader. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Croisement. Aujourd'hui, nous allons parler de mobilité, une thématique à la fois naturelle et technologique, innée et acquise, absolument nécessaire, mouvante par essence et sans cesse remise en question par des enjeux sociétaux et écologiques. Pourquoi et comment se déplace-t-on ? Peut-on limiter nos trajets ? Quel est l'impact du digital ? Où sont les points de tension entre réalité économique, nécessité de polluer moins, de fluidifier les usages et également de conserver, de renouveler le désir ? Car oui, la mobilité, c'est aussi une affaire de libido et d'imaginaire. Pour discuter de ce sujet au contour infini, nous avons invité deux personnalités expertes dans différents domaines. D'elle, le journal Le Monde a écrit qu'elle est la papesse du design automobile. Anna Sancio a occupé plusieurs postes à haute responsabilité, a été en charge du design management et de stratégie d'innovation chez Renault, General Motors et actuellement chez Dassault Systèmes. Elle a créé le Design Studio, rassemblant une équipe multidisciplinaire en stratégie d'innovation par le design, recherche en design, design management et conseil. Bonjour Anna Sancio. Bonjour Laurence. Bruno Marzloff a été consultant en études marketing, créateur d'une agence de communication puis d'une cellule de conseil média. Il a fondé au début des années 90 le cabinet Chronos, laboratoire de la fabrique urbaine. Ses travaux portent sur les mobilités, le numérique, la ville, en exploitant les données de la data, du travail et du territoire. Bonjour Bruno Marzloff. Bonjour Laurence. Peut-on pour commencer déjà définir ce que recouvre la mobilité ? Je me suis affronté à la question de la mobilité à la fin des années 80 autour de la question des médias, puisque les médias étaient de plus en plus affectés par nos itinérances au quotidien, que déjà avant, on a vu certains médias comme la radio devenir largement mobiles, et puis on pressentait dans les années 90 l'irruption d'une mobilité excessive, en tout cas qui apparaît aujourd'hui comme considérable, et qui emportait les médias. Et je conduis un certain nombre de travaux autour du temps qui ont intéressé les gens des médias, et en fait, aussitôt se sont raccrochés des nouveaux arrivants qui étaient ceux de la téléphonie mobile, et puis curieusement, les gens des transports qui butaient sur les instruments classiques d'analyse marketing. Et donc, sont intéressés à mes travaux. Et en fait, j'ai vu progressivement toute une série d'acteurs rentrer dans cette mouvance de la mobilité. Alors, vous avez insisté dans votre propos initial sur une mobilité déplacement. Je pense qu'il faut être plus ouvert que ça. La mobilité, ça peut être encore d'autres choses que le déplacement au quotidien, qui va sans doute concentrer nos propos. La mobilité, ça renvoie à des notions comme le nomadisme, les migrations, autour de phénomènes qu'on voit aujourd'hui sociétaux qui sont assez considérables. Et donc, il ne faut pas s'interdire de déborder la question du déplacement. Donc, je ne me hasarderai pas à donner une définition de la mobilité, d'autant que je pense que la mobilité telle qu'on l'entend, celle qu'on a tendance à circonscrire dans le champ des transports, on fait sans doute des erreurs en la laissant dans le seul champ des transports, parce que je pense qu'il y a des alternatives au déplacement carboné, motorisés, qui méritent d'être explorés. Oui, si je fais un parallèle, pour moi la mobilité, pris comme ça, en effet c'est un concept assez large, mais pour être très égocentré, c'est quelque chose qui m'est très très près, très proche, très intime. Et c'est en fin de compte, ça renvoie aussi à ce qu'on est en tant qu'être vivant et en tant que volonté de bouger, de s'exprimer, de se déplacer en effet, mais de se déplacer à la fois en tant qu'esprit, ce qui est
jusqu'à aujourd'hui, on parle des médias, ça semble peut-être plus facile, mais malgré tout, nous avons aussi des corps à déplacer. Le déplacement du corps c'est en soi quelque chose qui est éminemment humain. Vouloir bouger, c'est la première chose que l'on fait lorsqu'on est en vie. Ne plus bouger, c'est la mort. Je voudrais aussi renvoyer la mobilité au fait que on a un concept de la mobilité qui dit mouvement, qui dit vie et qui dit donc progrès, qui dit évolution, qui dit qu'on va pouvoir aller mieux que l'état présent. J'aime beaucoup ce que tu disais, Bruno, au sujet justement du rapport au temps. En fin de compte, tout est en fin de compte une question qui s'encapsule dans la question de l'espace et du temps. L'espace que l'on souhaite conquérir ou dans lequel on espère s'exprimer, et cette notion de temps qui est éminemment humaine, puisqu'on ne sait même pas si dans le réel il y a du temps. Et cette question-là est absolument centrale dans cette approche de la mobilité. Aujourd'hui, on vit une forme d'immédiateté du temps, une sorte de temps arrêté parce qu'arrêté au présent. Et moi, je vois la mobilité comme étant cette capacité de se déplacer de manière complètement ubiquitaire, puisque notre sujet, c'est aussi les imaginaires, du passé pour aller dans l'avenir, pour peut-être enrichir son présent. Donc la mobilité est intimement liée à notre capacité consciente d'évoluer dans un environnement dans lequel on est conscient qu'on évolue dedans. Et donc ça, c'est absolument essentiel. Donc je voulais revenir aussi un petit peu pour expliquer ce qui m'a amené à devenir tout simplement designer automobile. Donc réduire la mobilité non seulement au transport, mais à un transport très particulier qui est celui de l'automobile, sur lequel on peut discuter pendant tout ce podcast. Mais je voudrais simplement dire que en tant que designer, je me suis approchée de ce sujet parce que je le trouvais à la fois éminemment complexe, parce qu'il s'inscrivait dans cet espace très large d'émancipation du corps et de l'esprit, et qu'il trouvait un vecteur, un véhicule, qui était l'automobile, et qui, par l'industrie, par les capacités techniques, les talents, un espace absolument merveilleux d'expression justement de cette capacité à s'exprimer, à faire des choses, à progresser, à imaginer. Et donc l'automobile, pour moi, était absolument magique. C'est 30 ans de ma vie. Je continue d'ailleurs à consulter des constructeurs et des bureaux de design. Mais ça a été toute ma vie dans la capacité que des moyens techniques permettaient à l'expression justement de cette volonté de faire changer les choses. Et en tant que passion, et en tant que véhicule à cette passion, j'ai découvert que c'était aussi à la fois le lieu des problèmes, mais aussi des possibles résolutions de demain. Pas simplement en restant simplement sur cet aspect matériel tangible de l'automobile, l'objet, mais ce que l'objet véhicule en termes d'imaginaire et de symbolique, qui peuvent, dans cette équation de relation à l'objet, complètement en effet se dématérialiser, voire se repositionner dans des tas d'autres objets qui seraient toujours, je dirais, investis de cette même imaginaire, de faire des choses, de bouger, de rencontrer des gens, de travailler, sans pour autant se matérialiser par simplement cet objet physique qu'on connaît, 4 roues, polluant, voilà. Et c'est véritablement ce que ça évoque pour moi. C'est encore très intime et en même temps très, très fortement un espace, je dirais, d'expression d'une passion. En t'écoutant, il y a quelque chose qui m'intéresse. On n'est pas enfermé dans le mouvement. Et au fur et à mesure des travaux que j'ai conduits, des études qu'on a réalisées, plus ça va, plus on a été amené à avoir une approche plus globale de la mobilité. La mobilité, elle est indissociable de l'habité. Et ce qui m'a amené d'ailleurs progressivement à me détacher de la question du déplacement pour regarder le cadre dans lequel s'effectue ce déplacement et quels sont les véritables besoins. Il y a une chose qui apparaît très clairement en l'espace d'un siècle, c'est que on a progressivement élargi nos bassins de vie jusqu'à des dimensions encore une fois excessives, et c'est finalement ça qui pose problème. Et quelque part, au milieu de tout ça, c'est la voiture qui a incarné
cette transformation, cette évolution, et de façon extrêmement massive, puisque aujourd'hui, on le sait, c'est 80% des déplacements des personnes, c'est 85% des déplacements des marchandises, donc on est sur une domination absolue, en fait, de l'automobile. Et on sait aussi qu'elle pose toute une série de questions, et on aura l'occasion sans doute d'en débattre, parce que est-ce que finalement on va continuer sur un modèle dominé par l'automobile? Est-ce que ça correspond aux imaginaires des gens? Ou est-ce qu'on va trouver d'autres solutions de substitution, de compléments, etc. Mais de fait, en fait, nous, dans nos analyses, on a été amené à revenir très fortement à l'habité, puisque c'est ce point de vie qui est un point de vue. C'est ce territoire, du logement, du quartier qu'il y a autour, et puis de quelque chose de plus large qui s'étend à des dimensions qui sont conférées par les modes de transport qui sont ouverts. Et donc, finalement, c'est peut-être de ça qu'il faut partir. C'est peut-être de cet habité, de cette façon de pratiquer un territoire. Et il est clair qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui apparaît de façon extrêmement puissante, c'est un rejet de la grande ville, très massif, dans une grosse étude, dans un observatoire que nous avons réalisé fin 2017, en France et puis sur 3 pays proches, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie. On a une moyenne de 48% de gens qui souhaiteraient vivre ailleurs que là où ils vivent. Ce chiffre est déjà assez impressionnant, mais en fait, il est beaucoup plus impressionnant quand on regarde dans la dispersion, parce que c'est 25% des gens qui habitent dans des communes isolées, mais c'est 70% quand vous habitez en deuxième couronne de la périphérie parisienne. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? C'est que c'est la pénibilité de la mobilité auquel ils sont assujettis. Puisque pour un actif qui quitte sa commune de la seconde couronne, ça va être 2h30 de déplacement par jour. Et ça, c'est en fait des développements qui se sont passés au fil d'un siècle dominés par le productivisme et que la voiture a largement accompagné. Et ce qui pose finalement une question qui est, est-ce que c'est le transport, le mode de transport qui définit la mobilité? Ou est-ce que ça ne devrait pas être l'inverse? Est-ce que ça ne devrait pas être le mode de vie, le quotidien, le territoire qui devrait définir les choix de mobilité? Et c'est là où tout d'un coup, on sent qu'on est à un moment d'une bascule. Parce que, accompagnant ce rejet de la grande ville, il y a également un rejet de la mobilité subie, du trop de mobilité. Et comment y répond-on? Et là, aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. Je dirais, Bruno, qu'on a trop de mobilité d'un même type, ou trop de mobilité issue d'un vieux modèle qui s'inscrivait dans une conquête des territoires qui était donnée et qui était, je dirais, relativement bien pensée à l'époque. Je pense que l'automobile, Ford, les États-Unis, les grands espaces, ça pouvait faire du sens. Quand on a commencé les infrastructures, quand on a vu qu'on était des populations de plus de 16 millions d'habitants dans les villes, à tous vouloir utiliser le même véhicule qui était utilisé auparavant pour simplement faire une distance relativement raisonnable, dans un confort raisonnable, avec une entité type famille raisonnable, ça n'a pas été repensé. Donc on est dans on peut critiquer quelque chose, c'est simplement qu'on n'a pas du tout adapté et optimisé et rendu flexible progressivement ces différents modes. Et ça, je reviens sur le productivisme. On a pris un modèle, il faut l'exploiter, mais jusqu'à la lie, il faut absolument aller jusqu'au bout et ne pas prendre du tout en compte qu'entre-temps, les usages à une vitesse extraordinaire, et je ne parle même pas du numérique, simplement la façon dont les gens vivent. Par contre, l'objet technique qui était supposé finalement s'adapter à nos besoins, autant l'objet technique du smartphone est devenu absolument indispensable. Plus personne rêve d'avoir une voiture d'ailleurs. Par contre, personne ne se passera. Le smartphone a remplacé la voiture.
La voiture des années 50, qui était cet véhicule à la mobilité, donc de liberté, est devenue le smartphone. La voiture, plus personne n'y aspire. Mais pourquoi ? Parce que l'objet, en tant que tel, dans son architecture, dans sa proposition, dans son modèle, même dans son inscription, dans une approche plutôt interactive, même connectée, je dirais, même parfaitement adaptée et optimisée dans une intermodalité, elle reste malgré tout un objet qui n'a pas bougé depuis 100 ans. Et dont on subit le déterminisme. Exactement. C'est ça qui, finalement, aujourd'hui, pose problème. C'est, a-t-on le choix dans certaines conditions? D'ailleurs, c'est très intéressant de voir qu'est-ce qui est en train de se passer, ce clivage phénoménal, cette fracture. De nous, Parisiens, accédant à toute une série de modes de transport qui nous libèrent totalement de la voiture. Oui, la mobilité douce, oui. Voilà. Mais pas simplement et la mobilité l'extrême violence douce. Que ça provoque sur les banlieues, les deuxième couronnes, troisième couronnes, les ruraux. Absolument. C'est une violence totale d'inégalité dans la répartition des mobilités, et ça de manière totalement artificielle. Il y a moins de 10% d'un Parisien qui utilise sa voiture au quotidien. Mais et qui la laisse garer d'ailleurs dans la voie rue. Oui. Mais c'est 90% des habitants de Bazouges-la-Pérouse, parce qu'eux, ils ont leur voiture ou leurs yeux pour pleurer. Donc, et c'est peut-être ça sur lequel il faut qu'on réfléchisse avant de parler véritablement de mobilité. C'est finalement la reconformation d'un territoire qui s'est fait à l'aune de l'automobile. Quand on prend... Et de politique, des années 70 infrastructurelles, où tout était fait top-down. L'idée de politique infrastructurelle, mais pas territoriale. Et c'est pour ça que j'ai utilisé ce mot, Bruno. Oui, je absolument. suis totalement en phase. Oui. C'est-à-dire que infrastructure dit objet. Objet de mobilité, autoroute, pont, tunnel, et j'en passe. Mais à aucun moment, on a pensé aux hommes. Alors, en tant que designer, pour moi, ça me choque. Tout ce qui a été fait en matière de politique autour de la mobilité se fait sans l'homme. Sans l'homme au sens être humain, individu, seul ou collectif, dans sa volonté intime de vouloir bouger et d'être en adaptation réelle de ses aspirations, de cette liberté de se déplacer. Elle n'a pas besoin forcément de se manifester d'ailleurs par une auto, mais c'est pas parce qu'on enlève l'auto que pour autant cette aspiration à la liberté reste dans l'imaginaire des gens une des valeurs premières de ce que l'humain souhaite. Quelles sont les politiques de mobilité qui prennent l'humain en point de question de départ? On parle des territoires, mais territoires parce qu'il y a des gens qui font des choses, qui travaillent, des artisans. Moi, ce qui me choque, je vais faire une petite digression, mais je fais partie de ces gens qui peuvent passer 2 heures le matin parce que moi, je refuse. Mais je suis de la terre. Je ne veux pas vivre en ville parce que la ville, pour moi, est d'une violence que je ne supporte pas. J'ai donc une voiture. J'ai même d'autres moyens de transport. Mais ce qui me choque, c'est tous ces petits camions blancs de gens qui sont obligés donc de s'éloigner très loin, dans l'Eure, voire un peu plus loin, je suis côté ouest de Paris, pour venir travailler à Paris le matin. Ils sont, à partir de 5h, 6h, 7h, prendre systématiquement la route. Donc, je dois dire qu'ils vont faire leurs 8 heures de travaux ici sur Paris. Ils vont trouver leur marché à Paris, et même topo, rentrer le soir, recharger le camion pour les travaux du lendemain, et ainsi de suite. On voit bien donc que ça n'a pas été du tout pensé. La diversité, le multiculturalisme, les usages de la ville. On va mettre la ville aux gens qui vont pouvoir y habiter, mais on oublie les gens qui la font. Le village d'antan, et ça d'un point de vue violent, c'est terrible, il y avait toutes les communautés qui se retrouvaient. Et il y avait une sorte d'unité sociale viable. Parce qu'il y avait les ressources. Et là, il n'y a plus rien. En l'espace de 70 ans, on a perdu 95% des bars et des cafés en France. Alors, quel rapport avec la mobilité? En fait, il est relativement simple. Il y avait 600 000 bars et cafés, il en reste 30 000. Tout simplement parce que ça a correspondu à la déshérence progressive de tout le territoire rural, puis après ça le territoire urbain, puis après ça d'autres, des petites villes, etc., qui ont vu progressivement migrer toutes leurs ressources, voire en fait qui ont disparu. Parce que ce taux affecte aussi les commerces et les services. Bien évidemment, là encore, c'est la voiture qui a accompagné l'ensemble du phénomène. Et de manière très très violente.
Et bon, c'est d'une banalité de le dire, mais c'est quand même bien de le rappeler, c'est quand même bien autour de cette dépendance que s'est créée l'étincelle des Gilets jaunes. C'est là où, tout d'un coup, autour du carburant, autour de la dépendance de la voiture, a commencé à se cristalliser un mouvement qui, derrière, a emporté beaucoup d'autres revendications, plaintes, etc. Je reviens sur ce que tu dis de manière très juste. On est sur une domination de l'offre depuis un siècle, qui n'est pas uniquement l'offre qui procède des acteurs privés, de la filière automobile, etc. L'offre, en fait, elle a été admirable pendant quelques décennies où on a eu sans doute le système de transport, le service public de transport le plus extraordinaire au monde, avec ces réseaux de trains qui descendaient jusque dans les petits villages, accompagnés de réseaux de cars qui maillaient l'ensemble du territoire, et même des trams interurbains, il y en avait beaucoup, mais surtout parce que ça s'appuyait sur une mobilité, une demande frugale, puisque les besoins n'étaient pas considérables, puisqu'on avait les ressources in situ. Et c'est cette espèce de mouvement qui fait que on pouvait aller chercher des ressources un petit peu plus loin avec la voiture, dans une espèce de complétude que nous ont offert les systèmes de distribution avec leurs centres commerciaux, les hypermarchés, etc., qui a progressivement permis d'exacerber ce système infrastructurel que tu évoquais tout à l'heure, et le tout est rentré dans un espèce de cercle pervers pour certains, vertueux pour d'autres, mais il n'empêche que la résultante, c'est qu'il y a eu une reconformation absolument totale et du territoire et de nos quotidiens. Aujourd'hui, on en atteint les limites, clairement. On a atteint les limites à plusieurs niveaux. On voit bien que les injonctions environnementales sont là pour nous rappeler qu'il est impossible de continuer dans cette mobilité carbonée, qui est sans doute d'ailleurs un des secteurs qui reste croissant dans l'industrie, et sans doute celui qui croît encore le plus vite. Mais c'est pas simplement ça, il y a aussi un ras-le-bol des usagers, on l'évoquait tout à l'heure, cette ville hypertrophiée, ça correspond pas à ce qu'ils attendent, c'est les déplacements dont on est tributaire, ça correspond pas à ce qu'ils attendent. Alors qu'est-ce qu'ils attendent, les gens ? Dans l'étude que j'évoquais tout à l'heure, dans l'observatoire, en fait, on avait proposé 6 archétypes de villes pour essayer d'exciter un petit peu l'imaginaire des gens. Les 2 villes qui ont été le plus plébiscitées, c'est la ville nature et c'est la ville des courtes distances. C'est-à-dire 2 villes qui n'existent pas. Et puis, le modèle qui est le plus rejeté, c'est celui qui est le plus pratiqué, c'est la ville connectée. Donc c'est quand même assez intéressant, et là j'abonde totalement sur ton analyse. On s'est laissé porter par un système pyramidal qu'on aime bien en France, où l'administration, le politique, c'est ce qui est bon pour l'usager, dans lequel s'est logé l'acteur privé qui lui aussi a été extrêmement à l'aise pour prendre le relais et pour, dans une politique marketing de communication, continuer ce système-là. On a l'impression que finalement, on a gagné quelque chose qui est une liberté d'aller et de venir, et puis dont on voit aujourd'hui les limites. Mais c'est en fin de compte un système qui part de très très loin. Quand tu évoquais cette idée de transformation par les villes hypertrophiées et de déshérence des territoires, n'oublions pas, et j'ai travaillé pas mal d'années aux États-Unis, j'ai même travaillé donc pour une entreprise américaine, et c'est assez intéressant d'ailleurs de faire un parallèle ou un non-parallèle sur la perception et les imaginaires associés à l'automobile dans un pays comme les États-Unis, où est né finalement ce modèle de la standardisation d'un objet absolument indispensable. Juste petite digression, pour tout le monde, c'est peut-être pas évident, mais l'automobile est née du fusil, du revolver. Tout à fait. Et Cadillac, en 1912, ou 11 ou 12,
a finalement créé ce qu'on appelle le standard of the world. Le principe, c'était de construire des voitures comme on construit des revolvers. Les revolvers eux-mêmes ont été construits sur un principe même de standardisation ultime, où toutes les pièces pouvaient être imaginées, montées, démontées, remontées de manière mélangée. Et l'objectif, c'était tout simplement que les premiers colons américains, pour conquérir the wilderness, devaient se doter de fusils qui, faits par des artistes, coûtaient beaucoup trop cher, étaient trop longs à faire. Et donc, il fallait inventer un système pour produire énormément d'armes de main, pour simplement survivre, pour chasser et pour se battre, bien sûr. Et on l'oublie. Mais c'est quand même l'héritage de l'automobile, hein, le standard of the world. Et ça ramène quand même aux imaginaires de la standardisation et ce modèle productiviste dont vous parliez. Et ça m'a beaucoup imprégné, je dirais, de mon temps américain. Et ce qui m'amène quand même à dire que cette vision très pyramidale du modèle productiviste dont on parle, elle est très clairement associée à... on se doit de doter à des êtres humains qui vivent des moyens de vivre comme s'ils n'étaient pas capables, eux, de manière assez autonome, d'y parvenir. Donc ça nous amène à la question de si nous devions éventuellement... Alors, ville-nature, courte distance... Ce qui m'amène quand même à imaginer quelque chose qui me vient de mon expérience actuelle chez Dassault Systèmes, c'est si jamais on pouvait se représenter les villes et leur mobilité et les gens qui sont à l'intérieur comme des systèmes complexes, des systèmes de vie. Moi, je ne sais pas ce que c'est que la ville-nature, parce que la nature, elle n'existe plus. Le monde est entièrement refait et standardisé et modélisé sous la forme d'artefacts humains. Donc, se pose vraiment la question de qu'est-ce que serait une ville qui aurait cet imaginaire de naturel. Donc là, ça devient un autre sujet. Et ça nous amène directement, ce qui est naturel, c'est quelque chose que l'on fait de manière naturelle. Donc certainement pas produite par des machines, et encore moins produite par sous la forme, ou qui se manifesterait par des artefacts assez éloignés de ce que l'on considère, nous, en tant qu'êtres humains, de naturel. Et ça nous amène donc à la question de comment, pour la mobilité, engager les gens. Alors, je ne voudrais pas dire engager les citoyens, faire les grands débats, leur poser des questions, qui sont d'ailleurs des questions fermées et mal posées, donc forcément, ils ne vont pas bien y répondre, mais plutôt les engager dans une forme prototype. Moi, ce que j'aime beaucoup, puisque en tant que designer, c'est on fait ensemble. On fait ensemble, et c'est ça qui manque aux gens. La mobilité, c'est pas quelque chose qui se décrète. C'est quelque chose qui, finalement, comme tout phénomène naturel, devrait être le résultat d'un dialogue, le résultat d'une confrontation à une contrainte qui ensuite se trouve résolue par de la créativité. Et on le voit, je reviens d'Inde, je peux vous dire de la créativité en matière de mobilité, ils en ont beaucoup. Et ça m'amène à dire qu'il nous faut urgemment transformer les imaginaires de la mobilité en sortant du paradigme de ce qui est produit, des artefacts, de tout ce qui la manifeste en tant qu'objet physique, pour le déplacer sur quelque chose qui viendrait véritablement de l'imagination, de la façon dont les hommes ont de s'approprier le monde, de le transformer, de le modifier. La patinette, très bon exemple. À partir du moment où vous avez une petite batterie électrique qui est très facile à produire, il suffit de mettre des petites batteries lithium-ion que vous mettez dans vos objets techniques, vous les agrégez, vous avez une Tesla. Bon, vous en mettez un petit peu moins, vous faites une patinette électrique. Ce n'est que le début. On parle de start-up, mais moi je préférais, j'aime pas la question de la start-up qui partirait d'une contrainte ou qui viendrait d'une proposition technique, mais qui part vraiment de l'usage, qui viendrait vraiment de se dire, tiens, ponctuellement pour faire ça, c'est quand même ça qui de manière frugale me permettrait de le faire. Quel est le dispositif? Quel type d'encouragement? Quel type d'environnement doit-on mettre en place pour permettre ce genre de choses, qui bien évidemment risque de désintermédier les grands acteurs du système dont on parlait juste avant, Bruno, qui est surtout, il ne faut pas laisser les gens se déplacer comme ils le souhaitent, parce que ce n'est pas du tout à notre avantage de produire au moindre coût, pas forcément de manière durable,
des produits qui, par des besoins de contraintes telles qu'elles existent aujourd'hui pour le travail, des produits qui sont les seules réponses. Et donc c'est une sorte de tunnel pour moi, c'est d'une violence sans nom. Donc je corrobore complètement avec cette idée-là. Comment pouvons-nous, avec du numérique, passer de la ville-système, la smart city, la ville hyper connectée, où en fin de compte les machines, les robots, les trains automatiques, les voitures automatiques, autonomes et tout ce qui s'ensuit, vont soi-disant prendre en charge des besoins dont les gens qui fabriquent ces outils-là ne savent même pas lesquels ils sont. Donc donc c'est pour ça que je suis chez Dassault Systèmes en tant que designer. Comment peut-on faire des smart cities dont la donnée de départ, c'est même pas des données d'usage, c'est-à-dire prises sur des préférences ou du data non structuré anonyme qui viendrait de l'ensemble de nos déplacements, mais qui serait simplement un espace dans lequel on pourrait s'exprimer. Il y a une manière d'aborder le problème qui aujourd'hui est dominée par l'entrée qu'on choisit. On veut résoudre aujourd'hui la question de la mobilité par les transports. On a un ministère pour ça, oui. D'ailleurs. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir ce qu'est en train de produire la LOM, la fameuse loi orientation mobilité, qui a ses derniers parcours au Parlement avant de passer à la phase décret. Et on voit en fait qu'elle est dominée essentiellement par des questions, et même uniquement par des questions de transport. À aucun moment, on réfléchit à la demande et qu'est-ce qui structure la demande. Alors, tu ouvres une voie qui est celle du numérique, on va en parler. Moi, il me semble que le point de départ, c'est quand même bien la question du territoire. J'ai fait un petit livre qui s'appelle « Son bureau fixe », qui est une réflexion sur travail et la ville. Et j'y pointais une aberration qui est celle de Plaine Commune. Plaine Commune a été imaginée 50 ans après la Défense, et c'est une réplique de la Défense, avec les mêmes enjeux au départ, un foncier moins cher, et donc la possibilité pour les entreprises d'y trouver un siège. Et on n'a, encore une fois, jamais pensé la question de l'habiter là-dedans. Et donc, tous les gens qui vont travailler là-bas sont des gens qui viennent de Paris ou qui viennent d'ailleurs. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? À 9h du matin, sur les lignes B et D du RER, on dépasse les 200% de taux d'occupation de ces rames. Donc, et alors, ils ont fait des tentatives tout à fait louables de s'affranchir du temps. C'est-à-dire, vous allez pouvoir, en fait, embaucher à 7h ou arriver à 10h du matin. Les horaires flexibles. Sauf que ça percute une organisation du quotidien, puisque on est assujetti à des enfants qu'il faut emmener à l'école ou à toute une série d'autres organisations. Et puis, il y a une relation dans le travail qui fait qu'on aime bien être vu du chef, ou inversement, le chef aime bien voir ses salariés. Et ça peut avoir un impact jusqu'à la santé. Absolument. Donc, en fait, la question territoriale, la question de l'urbanisme, elle est première. Elle est première. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir qu'on n'a jamais voulu le territoire qu'on a. Le terme de périurbain, il n'est apparu que dans la fin des années 60 dans notre vocabulaire. Le terme de métropole attaché à un territoire qui est celui de la ville, en fait, n'a été consacré qu'au milieu des années 90, dans le langage administratif. Ce n'est pas quelque chose qu'on a programmé, ce n'est pas quelque chose qu'on a voulu, c'est quelque chose qu'on a subi. On a laissé faire ce que tu évoquais tout à l'heure, de ce débordement d'infrastructures. C'était, là, en effet, la période Pompidou, sur lequel on peut dire qu'il y avait quand même là un espèce d'assentiment général de tout le monde autour de cette liberté qui était désormais offerte et qu'il fallait, du coup, redessiner la ville et redessiner le territoire pour la voiture. Et c'est Pompidou inaugurant l'autoroute qui descendait à Lyon ou celui qui allait à Lille, et c'est les voies sur berge, etc. Donc là, c'est le point crucial. Et on voit la difficulté qu'a eu Anne Hidalgo pour récupérer en quelques années
à pas compter les voies sur berge et comment elle est honnie et rejetée par tout un système économique et puis par la population qui l'entraîne derrière. Et elle a eu un mal de chien. Et pourtant, depuis le premier mandat de Delanoë jusqu'à aujourd'hui, c'est une réduction de 5% du trafic tous les ans. Et c'est simplement un coup de rabotage. On rabote la voie circulatoire de la voiture, on rabote le stationnement. Le résultat est là. Donc, moins de 40% des Parisiens ont une voiture et entre 5 et 10% l'utilisent de façon régulière. Pourquoi ? Parce qu'il y a des alternatives. Les acteurs du privé ont énormément investi sur des alternatives en ville. Tu l'évoquais avec la trottinette et puis bien d'autres initiatives. Elles sont encore insuffisantes pour absorber la demande de transport, qui croît bien plus vite que celle de l'offre. Et qu'a-t-on fait en dehors de ça ? Eh ben, on a laissé se détruire ce service public de mobilité que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'il n'avait plus de modèle économique. Et donc, il s'est effondré. Et donc, la voiture, là, c'est 90% des déplacements. Donc, comment peut-on repartir de la voiture ? Alors, un mot sur le numérique, parce que je pense que là aussi, le numérique, il doit être pensé comme la voiture. C'est-à-dire, autant je pense que les transports doivent être mis au service d'une vision que l'on a du quotidien, du territoire et de la ville, autant je pense qu'il en est de même du numérique. J'avais été interpellé au moment où Google rachetait Waze et donc Google avait lancé une consultation auprès d'un certain nombre de penseurs sur cette question de la smart mobility. Et donc, j'avais produit un white paper qui interrogeait est-ce que Waze est intelligent ? Et j'avais développé un raisonnement en disant Waze a tous les artifices en fait d'une intelligence telle qu'elle est entendue, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur de la data, elle produit de la data, elle produit de la prédiction. Elle apporte un service indéniable, et la preuve, c'est que tout le monde là. Et pourtant, elle apporte véritablement un service au sens où l'usager, tout d'un coup, est rassuré parce qu'il connaît le moment de son arrivée et il peut éventuellement avoir un plan B, etc. Mais pour la collectivité, comment s'analyse en fait Waze ? Waze s'analyse comme une voie supplémentaire rajoutée à l'autoroute. C'est par la fluidité qu'il offre, mais à aucun moment il ne réduit ni le trafic, ni le parc automobile. Et pourtant, c'est bien là qu'il va falloir agir à un moment ou un autre. Comment peut-on réduire de manière significative et ce parc et ce trafic ? Il y a en effet, mais c'est très connu ça, ces évolutions incrémentales d'innovation, ce que tu racontes là au sujet de Waze, c'est en fin de compte une optimisation de l'existant. Oui. On n'est pas du tout dans une innovation au sens où moi je l'entends, une innovation qui serait souhaitable ou durable. Parce qu'il s'agit simplement d'augmenter et d'intensifier les usages des infrastructures actuelles, voire même aller faire passer les gens dans les petites rues. Ce n'est pas du tout une révolution. C'est pour peut-être même quelque part, on le voit bien, un encouragement à continuer, surtout pas, puisqu'en fin de compte, on optimise. Le numérique, alors, et le digital, je voudrais faire une petite nuance, parce que je pense que ça va nous ramener tout doucement sur les imaginaires. Chez Dassault Systèmes, on ne produit pas, bien évidemment, d'outils digitaux tels qu'on de data et de prédiction de data. Nous, on utilise ces données-là pour faire des choses avec. Ce qui est fondamentalement, quelque part, une grande différence entre l'exploitation et l'optimisation des données, qui permettent donc de consolider les business models actuels, et se donner les moyens, et de se doter des moyens, des données bien sûr, mais de bien d'autres moyens, ceux de la créativité, ceux de justement la convocation des talents, la convergence des talents, la transdisciplinarité des talents, pour imaginer des villes de demain, des villes du futur qui seraient justement inclusives, qui permettraient de prendre en compte des voix non audibles. Et typiquement, je fais référence à des capacités de créer des mondes.
de faire monde. J'adore cette idée d'habitat. On a notre petite moto en tant que designer. On dit, nous, ce qu'on cherche, c'est simplement à rendre l'habitat du monde plus souhaitable, plus durable. Et on n'est pas les seuls, bien sûr. Les philosophes avant nous, Bruno Latour, pour le citer. Donc, pour revenir à faire monde, et on a cette capacité aujourd'hui, grâce au numérique, je fais une petite distinction, à concevoir des mondes virtuels, à imaginer véritablement des environnements virtuels qui nous permettent de véritablement nous mettre dans la poésie du monde tel qu'on le souhaiterait. De permettre aussi à des gens qui ont peut-être pas une approche, je dirais, technique, de la façon dont on pourrait envisager et construire le monde, mais davantage émotionnel, sensoriel, artistique, et qui pourrait enfin, grâce à ces environnements numériques, produire des mondes qui pourraient créer de l'adhésion, qui pourraient aussi permettre à des gens à se réfléchir dans ce qu'ils vivent, dans leur réalité, qui, elle, est une réalité qu'ils subissent, plutôt qu'ils ne contribuent à rendre une réalité plus agréable. Aujourd'hui, c'est tout aussi dangereux. On voit bien, moi j'ai un fils, nouvelle digression, j'ai un fils qui bon, je suis designer, mon mari est designer, on a des voitures, les voitures font partie de nos discussions professionnelles ou même tout simplement familiales. Et il a refusé tout simplement d'avoir le permis. Son pass Navigo lui dit que c'est sa plus grande liberté. Et surtout, il faut lui renouveler son pass Navigo. Et très clairement, il fait quand même partie, et ça, c'est pas ce qu'il y a de plus positif, ou du moins je ne saurais pas le dire, mais il passe beaucoup de temps dans les mondes virtuels. Donc je l'ai encouragé, de même que son frère aîné, à faire que ces moments passés dans les mondes virtuels soient des moments créatifs. C'est-à-dire que ça soit l'occasion pour eux de créer, de transformer finalement ce qu'ils vivent au quotidien en une force positive de création de mondes meilleurs. Et donc, tous deux des 3D artistes, hein, bien évidemment. Et je crois beaucoup en cela. On est qu'au tout début, justement, de ces capacités prédictives, performatives, comme la musique, l'art, le design. Peut-être aujourd'hui, les mondes virtuels, la 3D, les 3D artistes. On le voit bien dans les films de science-fiction, qui sont plutôt d'ailleurs des dystopies hein, sur le monde à venir. Si demain, on proposait des imaginaires qui permettraient aux gens de se rendre compte à vivre, ou à même, ne serait-ce même qu'émotionnellement, puisqu'on peut avoir des sensations immersives hein, grâce à ces technologies. Est-ce que ça ne permettrait pas de transformer la dimension prédictive de data, qui sont simplement de l'optimisation de ce qui se fait aujourd'hui, devenir véritablement des visions pour demain, on parlait de Pompidou, tout ça, les 30 Glorieuses, ça s'inscrivait autour d'un récit, le récit de la modernité, le récit que tout ça va faire que nous allons vivre mieux. Aujourd'hui, voilà, on se rend compte qu'on ne vit pas mieux. Comment faire pour que les gens bougent, changent, transforment leurs habitudes, imaginent qu'il puisse y avoir autre chose que ce qu'ils font au quotidien, pour ceux qui ne sont pas contents, eh bien, il faut proposer autre chose. Il faut absolument proposer autre chose. Et je pense qu'on est aujourd'hui, avec l'art, avec le design, avec ces capacités qu'ont les 3D artistes, avec le cinéma, de faire œuvre utile de ces capacités d'expression des imaginaires. Quelle est la force qui permettrait de suggérer aux gens cette poétique de l'espace que tu évoques, et qu'est-ce qu'elle pèse face en fait à d'autres forces? Je pense à un Sidewalk Labs, donc le bras armé de Google dans la ville, qui est en train de développer cette vitrine à Toronto, qui semble rencontrer d'ailleurs un certain nombre de difficultés, et c'est plutôt une bonne chose. Ce qu'il y a d'intéressant dans la proposition qu'ils font et les promesses qu'ils apportent, c'est que ils ont retenu intelligemment les grands traits que j'évoquais tout à l'heure de la ville-nature, du développement du voisinage, de mixité urbaine, de cyclabilité, de marchabilité. Bon.
Et de cosmétiques vertes, évidemment, là-dedans. Donc ça, c'est intéressant. Et on reprend là, en fait, toute une série de codes, mais en fait, qui ne sont que le prolongement et l'inertie d'un modèle qu'on a vécu et qui est rejeté. Donc, comment passe-t-on là à cette poétique de l'espace ? Ça, j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Et c'est pas tellement la question de la création, parce que qu'on prenne un Google Lab, ou que l'on prenne Sensible City au MIT, ou toutes ces entités qui permettent à créer ces villes à partir de ces critères, ça reste quand même des postes dominants, des dominants qui sont à la manœuvre. Et les artistes sont instrumentalisés, quelquefois même les architectes, à finalement doter ces visions très instrumentalisées de manifestations physiques qui font croire. Et on est dans une forme encore de performative en effet, mais performative autour d'un agenda qui n'est pas forcément celui que j'aimerais pouvoir proposer ou promouvoir, qui consiste à être beaucoup plus inclusif, c'est-à-dire de doter tout le monde de ses capacités à s'exprimer dans ces univers virtuels. Et là, ça change tout, parce que c'est une forme beaucoup plus démocratique que de laisser un lab concevoir autour d'un programme, autour d'un brief, autour d'un schéma dans lequel on sait déjà à l'arrivée ce qu'on souhaite obtenir de par des études, de par des données, même des données crunchées dans des quantités. On voit bien d'ailleurs toutes les marques là, elles se réunissent, elles se disent c'est super la donnée, on va cruncher encore plus d'informations, on saura encore mieux et de manière encore plus fine, à une granularité ultime, voire des choses qu'on ne sait même pas de nous-mêmes. Comment on va pouvoir acheter demain Non, mais non. Ce qu'il faut, c'est donner les moyens de la création et de l'imaginaire dans sa façon. Il y avait quelque chose à la Renaissance. Mon patron Bernard Charles parle beaucoup de renaissance de l'industrie. Et quand il parle de ça, il ne parle pas de l'industrie telle qu'on en pense aujourd'hui. Il pense tout simplement qu'à la Renaissance, nous avions quelque chose qui s'est produit, qui a duré très longtemps. Ça s'est produit sur une... C'est cette capacité qu'ont eu... C'est l'émancipation du savoir. C'est que c'est plus quelques-uns qui décidaient pour tous les autres. C'est que d'un seul coup, il était possible dans un livre de découvrir un savoir qui n'était pas accessible, qui était réservé aux élites, qui était réservé aux religieux, qui écrivaient les livres d'ailleurs. Et ça a donné le monde dans lequel on est aujourd'hui, mais qui a commencé dans cette grande époque. Aujourd'hui, les moyens sont aussi là. Mais on est encore dans une situation où ces moyens sont réservés à une élite qui s'en sert, qui reste... Ils se disent c'est un moyen encore plus fort de maîtriser l'opinion, de maîtriser la foule, de maîtriser le peuple. Enfin, je mets les gens, voilà. Sauf qu'ils n'ont pas pu endiguer ce que le livre a produit. Ils n'ont pas pu faire que, soudainement, des personnes se trouvaient finalement à la manœuvre. Où la science a permis, par sa démocratisation, de rentrer dans toutes les couches sociales et de faire la révolution qu'on a connue. Et j'aimerais, parce que je suis quelqu'un d'optimiste, j'aimerais penser que les outils qu'on a aujourd'hui, qui deviennent de plus en plus accessibles, vont permettre d'être un nouveau langage d'expression à la transformation de nos mondes. Et donc, je ne parle pas du digital, je ne parle pas du dotage, je ne parle pas d'algorithme, je ne parle pas d'intelligence artificielle. Tout ça, ce sont des choses avec lesquelles j'aimerais dialoguer, mais ce ne sont que des éléments qui vont m'informer un peu mieux de ce qui se passe aujourd'hui. Non, ce qui m'intéresse, c'est la créativité. C'est comment redonner les outils à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui, l'hypercomplexité, la complexité de la démographie, la complexité de l'accès à l'eau, la complexité de... Tout ça, ce sont des sujets hyper complexes. On aura besoin des technologies pour résoudre ça. Mais il nous faut des gens en capacité, à capacité, vous voyez, qui sont rendus capacitaires à pouvoir exprimer leurs imaginaires. Et ça, c'est absolument essentiel. Enfin, c'est un début de la réponse. J'aime beaucoup cette idée. Je pense qu'on ne fera pas l'économie d'un détour par la question de la gouvernance. Il est clair que la gouvernance, elle est là aussi très pesante, très déterminante. On parle de plus en plus de démocratie délibérative.
Alors, et pour faire très court, mais être en même temps pragmatique et illustré, il est en train de se passer des choses assez intéressantes dans le domaine de la mobilité. Tout près d'ici, quand on franchit le périphérique et puis qu'on va un petit peu vers l'ouest, il y a une intercommunalité qui s'appelle le Grand Paris Seine-et-Oise et qui est 400 000 habitants, qui est quand même. Et ce territoire va voir arriver en fait Éole dans quelques petites années, qui est quelque part un espèce de reste de ce progrès infrastructurel, un espèce d'énorme tuyau qui va dégueuler. Et de façon assez intelligente, ils sont saisis de cette question-là pour voir comment est-ce qu'ils allaient pouvoir, en fait, gérer cette arrivée. Et ils l'ont fait de façon extrêmement intelligente. Et le résultat aujourd'hui, je la fais très courte, mais on est dans le concret, puisqu'ils ont lancé leurs premières unités il y a maintenant moins d'un mois. Ils ont imaginé, en fait, un réseau de points de vie, des hubs. Ces hubs ont en fait trois piliers. Un premier qui est celui d'essayer de soulager, de fluidifier la mobilité au travers d'un dispositif d'intermodalité. Tu peux venir en voiture et puis tu continues par un autre mode. Un deuxième point qui est celui d'accessibilité à des ressources qui ont disparu et qu'on pourrait ramener dans un principe de subsidiarité. Tout ce qu'on peut ramener proche des gens, ça fera des évitements de transport. Et puis le troisième point, qui est peut-être le plus intéressant, qui est celui de l'urbanité avec du lien, puisque du lien, à partir du moment où les gens vont pouvoir être là, c'est la possibilité là d'héberger des associations, d'héberger des manifestations, etc. Et puis plus si affinité, là c'est à eux aussi de le faire. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans leur esprit, il n'y a pas un standard de point de vie. À chaque fois, le point de vie sera repensé par rapport aux desiderata, aux envies, et ils vont faire en sorte que ça puisse se passer. Et puis le dernier point qui est inclus dans ce dernier dispositif, c'est celui du lien ailleurs, puisque comme on est dans un réseau de hubs, il y aura plus de 100 hubs sur le territoire, on est dans un maillage. Donc on est dans une continuité territoriale. Donc on n'est pas enfermé dans un territoire, mais on s'ouvre. Donc alors après ça, comment pourra-t-on relier ce dispositif pragmatique à une poétique de l'espace qui est une réflexion qui existe depuis toujours, Gaston Bachelard, Heidegger et d'autres ont pensé cette poétique de l'espace. C'est peut-être que là, en effet, c'est la suite de l'histoire. J'aimerais juste pouvoir répondre à Bruno sur ce sujet-là. Absolument impératif. Absolument, en 2 minutes. Si en 2 minutes. Si l'on souhaite transformer véritablement notre monde, et ça dans la grande définition qu'on a donnée de la mobilité au tout début, il faut designer avec l'idée d'impact, l'idée que ça va avoir un effet. Donc ces dispositifs très pragmatiques, la question c'est comment, de manière forte et récurrente, je l'implémente partout. Et donc, il faut changer de paradigme, donner les moyens de changer de paradigme, donner envie à une gouvernance de prendre la décision de changer. C'est là où je rejoins encore une fois les outils numériques de la simulation. Pas de la prédiction, mais de la simulation. Si ces états pragmatiques, associés aussi avec Ether Duflo, ce qu'elle dit en économie, le randomized economy, vous prenez ces petits dispositifs pragmatiques, vous les établissez différemment, vous récupérez et vous testez et vous vous informez du résultat. Mais derrière, vous arrivez à en faire un modèle, vous le simulez. Vous permettez de voir en quoi c'est bon de changer le modèle actuel. Parce qu'aujourd'hui, ce qui permettra de modifier une gouvernance en matière de mobilité, c'est lorsque tout le monde sera rassuré qu'éventuellement, on pourra changer pour du vraiment plus optimiste, plus efficace et surtout plus souhaitable. Donc la simulation, je pense, pourra aider. Acceptons-en l'augure. Voilà. Merci Bruno. Merci Anne Asensio, merci Bruno Marzlov d'avoir participé à ce podcast de Croisement. Avant de vous quitter, il nous reste quelques petites choses à rajouter. Tout d'abord, un grand merci à nos invités pour leur temps et la richesse de leurs échanges. Si vous cherchez les notes, des extraits, des références citées dans le podcast, vous pouvez aller directement sur le compte Instagram de Croisement. Croisement au pluriel. Nous sommes à l'écoute de vos remarques et commentaires.
N'hésitez donc pas à laisser un avis sur iTunes, à vous abonner et à le partager. Merci à tous et à très vite pour un nouvel épisode.